un philosophe écossais, ne dites pas anglais, un philosophe écossais, né au début du XVIIIe siècle et qui meurt en 1776, et il était d'une petite noblesse, et il n'était pas le fils aîné, il était pauvre, il était un peu écossais concernant ses ressources financières. Et son projet, il le déclare, son ambition était de devenir célèbre. Célèbre par l'écriture. De sorte que, à l'âge de 28 ans, il a fait paraître, ce qui reste sa plus grande œuvre, le traité de la nature humaine, les deux premières parties du traité de la nature humaine. Et un an plus tard, la troisième partie du traité de la nature humaine. Et il espérait immédiatement, 28 ans, oui, d'ailleurs, il était venu en France, parce que comme il était fauché, la vie en France étant moins chère qu'en Angleterre, il s'était installé à La Flèche, où il a passé 2 ans et demi en utilisant la bibliothèque du collège, qui est devenue aujourd'hui le Prytanée militaire. Ce n'est pas le grand succès espéré, et du coup, il a repris son œuvre sous la forme d'essais. D'essais quittant la forme du traité, assez dogmatique, assez universitaire, pour la forme de l'essai, forme s'ouvrant à un plus large public. Et ce qui n'avait pas réussi à faire passer dans le traité de la nature humaine, qui n'a jamais été réédité de son vivant, il l'a en quelque sorte recyclé, débité, par tranches. Alors, le premier livre du traité, c'est l'enquête sur l'entendement humain. Le troisième livre, c'est l'enquête sur la morale. Et puis, le deuxième livre du traité était consacré aux passions. Et il trouve le moyen, assez tardivement, de le proposer sous la forme d'une, ce qui s'appelait à l'époque une dissertation, c'est-à-dire un gros essai. Un gros essai. J'expliquerai le style adopté par Hume dans un instant. Mais il faut imaginer... Hume est devenu célèbre ensuite. Il a acquis la célébrité. Et quand il était en France, il est venu en France au début des années 60, 1760. Il a été reçu par tout le monde, par Diderot, par d'Alembert, sans compter Rousseau, avec lequel il a dû vivre un épisode assez malencontreux. Et bref, c'était une vedette, une notoriété, tel point qu'il était considéré à la fin de sa vie comme l'un des deux auteurs écrivant le mieux en langue anglaise. Bien. Mais c'est un philosophe qui n'a jamais été professeur. Il faut se rappeler qu'au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, sauf en Allemagne, les philosophes sont rarement des professeurs. Et qu'ils se trouvent devant la nécessité de gagner leur vie. Sauf Descartes qui avait des revenus. Mais Hume, il a dû gagner sa vie et jusqu'à ce qu'il devienne célèbre et qu'il vive de ses auteurs. Alors, j'en viens à la dissertation sur les passions. Une première remarque, un peu générale. Quand on parle de passion, il ne faut pas uniquement penser à la passion amoureuse. La colère est une passion. Le ressentiment est une passion. L'orgueil est une passion. Bon, l'amour, l'amitié sont évidemment des passions, etc. Ça pose d'ailleurs des questions. Quelle est la différence entre le sentiment et la passion ? La fidélité, c'est un sentiment ou une passion ? On oublie Kant. C'est pas un devoir. C'est un sentiment ou une passion ? Bon, c'est pas si
pas très, la limite n'est pas très facile, à trouver. Bon, donc nous sommes d'accord, les passions, c'est l'ensemble des passions, et pas simplement la passion amoureuse. Deuxième chose, quand on parle de la passion, il ne faut pas se laisser enferrer dans l'éternel conflit de la raison et de la passion. Et tout mon propos va aller dans le sens que ce conflit supposé est à remettre en cause. Pourquoi? La passion est un ressort. C'est un ressort puissant. Pourquoi est-ce un ressort de vie, hein? Pourquoi est-ce un ressort puissant? Mais parce que la passion naît de la vie elle-même. C'est pourquoi il n'y a pas de philosophe. Si un tel philosophe existait, il serait insensé, qui ait dit qu'il faille éradiquer la passion. Ça n'a tout simplement pas de sens. Si la passion est le ressort même de la vie, ce ressort en nous, hein, si les passions sont des ressorts de vie, si vous voulez détruire la passion, vous détruisez la vie. Donc, ça c'est la première chose, c'est la vie dans sa spontanéité. Sans passion, nous ne pourrions pas vivre. Deuxième chose, la passion étant attachée à la vie, la passion poursuit toujours le bien. Je me précise, la passion poursuit toujours comme ce qui apparaît le bien de la vie, du vivant. Si vous avez une passion, et j'espère que vous en avez, ayant cette passion, vous poursuivez certaines fins. Vous essayez d'atteindre ceci ou cela. Et vous essayez d'atteindre ceci ou cela comme étant un bien. Alors, vous pouvez vous tromper. Peut-être que ce n'est pas un bien. Mais la passion elle-même, dans sa spontanéité, elle poursuit toujours ce qui a la valeur d'un bien. D'où ceci que la passion est une source de valeur. Si vous aimez quelqu'un, vous l'aimez plus que les autres. Vous lui donnez, vous lui accordez une valeur plus importante qu'aux autres. On peut bien prêcher l'amour de l'humanité, mais enfin, j'aime plus ma femme que la femme du voisin, il faut l'espérer, plus mes enfants que les enfants du voisin, plus mes cousins, plus mes concitoyens que le reste du monde, etc. La passion, c'est un principe de préférence. Et c'est une source de valeur. Je peux prendre un autre exemple. L'exemple du ressentiment. Le ressentiment, c'est une des passions les plus noires. Mais le ressentiment, celui qui éprouve du ressentiment, donne à une situation ou à une chose qu'on lui a faite, une offense, donne une valeur. Et le ressentiment accorde une telle valeur à l'offense, dans le cas d'une offense, il accorde une telle valeur à l'offense que, aux yeux de celui qui éprouve le ressentiment, ça met en cause l'ordre du monde. Et vous, je ne sais pas si vous avez parmi dans votre entourage des gens qui ont du ressentiment. C'est une passion qu'il est très difficile de combattre, parce que, précisément, celui qui éprouve une telle passion accorde une valeur quasi absolue à, par exemple, à l'offense, de telle sorte que
cette offense doit être sanctionnée, il faut que la justice s'en mêle, il faut que tous les voisins s'en mêlent dans les histoires de voisinage, ou que sais-je. D'accord? La passion, elle est source de valeur. D'où question, est-ce la seule source de valeur? C'en est une. Le kantien qui est à ma gauche dira, ah, il y a quand même une autre source de valeur, à savoir la raison. Hume dit, la passion est l'unique source de la valeur. Alors, on va lire le texte on va le lire ensemble, hein. Vous avez sous les yeux. C'est la section 5 de cette dissertation de passion. Et n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Je ne fais pas ici le professeur. Il semble évident que la raison, prise en son sens strict de jugement, de vérité et de fausseté, ne peut jamais par elle-même servir de motif à la volonté, ni avoir d'influence qu'autant qu'elle touche une passion ou une affection. Je lis tout le paragraphe. Les relations abstraites d'idées sont des objets de curiosité et non de volition. Et les choses de fait, lorsqu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, quand elles ne suscitent ni désir ni aversion, sont totalement indifférentes. Connues ou inconnues, bien ou mal appréhendées, on ne saurait les regarder comme des motifs pour l'action. Une petite remarque d'abord, curiosité. Depuis des siècles et des siècles, il faudrait remonter au moins jusqu'à saint Augustin qui condamne la curiosité. La curiosité, c'est la passion du philosophe. La curiosité, c'est celui qui veut savoir ce qui est caché derrière. Et saint Augustin la condamne en disant ce qui est derrière, c'est les secrets de Dieu. Mais on ne peut pas vouloir pénétrer les secrets. Donc la curiosité, c'est la passion du philosophe, c'est ce qui nourrit le philosophe dans sa recherche. Que dit Hume? C'est que la raison est simplement une puissance spéculative. Et il part du vieux sens du mot raison, hein, ratio en latin. Ratio en latin, qu'est-ce que c'est qu'un ratio? Le ratio, en latin c'est féminin, c'est un rapport. La raison, c'est une faculté qui établit des rapports. Il y a deux sortes de rapports, ce qu'il appelle les relations abstraites d'idées. Les relations abstraites d'idées, c'est les rapports saisis par les mathématiques. Si vous résolvez une équation, vous traitez un rapport. Quand je dis A plus B moins C égale 3, le signe d'égalité établit un rapport entre A plus B moins C et 3. C'est un rapport. Et Hume dit, ces rapports abstraits n'influencent d'aucune façon les passions. Une passion, ça ne se... c'est pas en résolvant une équation que vous modifierez la passion de qui que ce soit. Donc ça, ce sont les relations abstraites. Alors, ce qu'il appelle les choses de fait, ce sont les relations, toujours des rapports, mais qui concernent la réalité du monde. Si je dis que la Terre tourne autour du Soleil, et que cela obéit à la loi de l'attraction universelle, j'établis de nouveau un rapport qui est proportionnel au produit des masses sur le carré des distances. La loi de l'attraction énoncée par Newton. J'établis des rapports. Aussi longtemps que l'on traite de rapports, que ce soit sous le mode du calcul ou sur le mode de l'inférence physique, c'est neutre.
Et par conséquent, la raison, ainsi comprise, ne peut pas influencer les passions. Elle n'a rien à opposer aux passions. Elle n'a rien à opposer aux passions. Ce genre de choses n'est ni bon ni mauvais. Ce ne sont pas des motifs. Alors, qu'est-ce que la raison? Qu'est-ce que c'est qu'on nomme la raison dans les discours moraux? Et ces discours moraux étaient extrêmement fréquents au XVIIIe siècle et sont encore assez fréquents aujourd'hui. J'en ai fait l'expérience récente. Les discours moraux qui confèrent à la raison une force, une puissance. Vous vous rappelez, les passions, ce sont les puissances de la vie. Si vous mettez en face la raison, il faut que la raison soit elle-même une puissance pour modifier, contrarier, ajuster. Bon, Hume dit ça ne marche pas. La raison, ça n'est pas une puissance de vie. La raison n'est pas une puissance de vie. Ce sont les passions qui sont les puissances de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cette raison que tous les moralistes agitent? Je ne sais pas si vous vous souvenez de la classe quand vous étiez en dernière année du lycée ou en première et qu'on vous faisait, que vous lisiez Lagarde et Michard et qu'on vous expliquait que dans Racine ou dans Corneille, il y a un conflit entre la raison et la passion, etc. Ça, c'est du moralisme. Qu'est-ce que c'est que la raison des moralistes? Disons, ce qu'on appelle communément la raison, dans un sens populaire, et ce qui est tant recommandé dans les discours moraux, n'est rien qu'une passion calme et générale, qui embrasse son objet dans une vue large et distante, et qui agit sur la volonté sans susciter d'émotions sensibles. Dire d'un homme qu'il est diligent par raison dans sa profession. Se dire qu'il est diligent par un calme désir de s'enrichir et de prospérer. Un homme prend le parti de la justice par raison. Cela veut dire par un calme regard au bien public ou à la bonne image qu'il peut donner à autrui. Ce que les moralistes appellent la raison, ce sont les passions calmes. Et donc, le conflit entre la raison et la passion, entre ce qui serait une puissance intellectuelle supérieure, et puis les passions qui naîtraient de la vie, et aujourd'hui l'irrationalisme ambiant dans lequel nous vivons répète cette opposition et dit « Ah mais oui, mais la raison, n'est-ce pas non, non, il faut se tourner vers les puissances de la vie, il faut laisser parler son corps, il faut... etc. » Bien. Mais c'est toujours ce schéma. Hein. Non, la raison n'est pas une puissance de la vie. Ce qu'on nomme raison, ce que les moralistes appellent la raison, ça ne sont jamais que les passions calmes, car il y a des passions qui sont calmes et d'autres qui sont violentes, puissantes. Alors il faut que j'explique ça. Si vous réfléchissez à ce qu'on peut trouver dans une passion, pour réussir à analyser une passion, il faut d'abord que je tienne compte des causes qui la produisent. Ces causes agissent sur l'esprit par l'intermédiaire du corps. Qu'est-ce qu'elle cause? Elle cause dans l'esprit, dans l'âme, si j'emploie le mot du XVIIIe siècle, elle cause dans l'esprit ou dans l'âme une représentation. Et dans cette représentation, la cause de la représentation devient la fin
poursuivi par la représentation. Je m'explique. Vous voyez passer dans la rue une Ferrari. Cela suscite en vous, je ne sais pas, peut-être pas les dames, moi, peut-être les messieurs, cela suscite en vous une émotion, une représentation. Et vous vous dites, j'aimerais bien avoir une pareille Ferrari et la conduire au moins une fois dans ma vie. Autrement dit, la Ferrari qui est passée et qui a fait que vous prenez de passion pour cette voiture, fait que vous vous représentez cette voiture comme quelque chose que vous aimeriez acquérir. Vous voyez, l'objet devient la fin poursuivie par la passion. Et si vous êtes vraiment mordu, ben vous allez essayer de gagner des sous pour acheter la Ferrari en question. Je peux répéter le même raisonnement dans le cas de la passion amoureuse. Tout à coup, je suis devant la plus belle femme du monde. Bon. Ça a un effet. Ça a un effet. Et immédiatement, je me la représente. Elle a toutes les vertus, elle a tout, etc. Je me la représente. Et bien évidemment, ben, je veux l'épouser. Donc, je veux l'épouser ou je veux me faire aimer d'elle. Hein. Donc, ce qui a été la cause de la passion, hein, cette personne, cette femme, devient ce que je poursuis, ce que ma passion amoureuse poursuit, et va essayer de conquérir. Dernière chose dans la passion, il y a un facteur dont il faut tenir compte, qui est l'intensité de ce qui est perçu et qui se traduit par l'intensité de la poursuite de l'objet. Et ça porte un nom, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Je suis touché, plus ou moins, et là, mon émotion est plus ou moins forte, elle est plus ou moins violente. La passion a toujours une intensité. Et cette intensité, on désigne cela ordinairement par le mot émotion. Au point, dans certains cas, de valoriser l'émotion pour elle-même. Écoutez le journaliste qui rend compte de la dernière Coupe du Monde. Ah, quelle émotion! Que du bonheur, quelle émotion! Comme si l'émotion était à cultiver pour elle-même. Et on entend souvent cela, hein, d'une émotion qu'il faut cultiver par elle-même. Petite remarque de vocabulaire. En anglais, on dit indifféremment passion. On insiste sur le caractère passif de la passion. Et emotion, c'est l'aspect plus actif. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le mot anglais pour ce que nous appelons les passions, c'est emotion. Et le mot emotion, dans le langage universitaire, finit par remplacer le mot passion, qui apparaît comme daté, comme un mot qui relève davantage du XVIIe siècle que du XXIe siècle. Bon, donc une cause, une représentation qui se représente la fin à poursuivre, un objet, donc la passion à un objet, et puis ce facteur intensif qu'est celui de l'émotion. Eh bien, il y a des passions dont le degré d'émotion est plus fort que pour d'autres passions. À quoi ça tient? Alors Hume analyse, dans la section suivante, la section 6, que vous n'avez pas sous les yeux, ce qui est susceptible de rendre une passion plus forte, ou au contraire de la diminuer. Et il analyse toute une économie des passions, parce que les passions, elles interagissent
entre elles. Elles interagissent entre elles. Je me mets en colère, ma colère a un certain objet, mais il se trouve que, par ailleurs, je viens de perdre mon travail et que j'en ressens un désappointement. Eh ben, le désappointement que je ressens de la perte de mon travail va renforcer ma colère qui peut être non pas contre le patron, mais qui peut être contre le voisin. Le patron et le voisin, ça n'a pas de rapport. Mais les passions peuvent s'additionner. Et par là même, ma colère sera d'autant plus forte que je suis de mauvaise humeur, que ça va mal dans mon activité professionnelle. Bien. Ça va? Alors, que fait... Nous n'avons pas oublié quand même que la raison, c'est la faculté qui saisit ou qui établit les rapports. Alors qu'est-ce que peut faire la raison? Ben, c'est pas compliqué. Ce qu'elle peut faire, c'est éclairer les passions. C'est éclairer les passions. Mais les passions ne sont pas aveugles. Les passions ne sont pas aveugles. Souvenez-vous des pièces de Racine. Phèdre est parfaitement lucide. Ça n'empêche pas d'être prise de passion pour son beau-fils, mais elle est parfaitement lucide. Cependant, ce qui est dit dans le 3e paragraphe, la raison va préciser le degré de proximité ou d'éloignement de l'objet par rapport à la passion. Les objets qui se recommandent à ce qu'on appelle la raison, prise en ce dernier sens, sont aussi les objets de ce qu'on appelle la passion. Donc la raison et les passions, ils ont les mêmes objets, puisque la raison, c'est une passion calme. Il suffit qu'ils soient envisagés de plus près et qu'ils présentent pour nous d'autres avantages dans leur situation extérieure ou leur conformité à notre disposition intérieure. Il provoque alors une émotion plus sensible et plus emportée. Le mal, quand il est à grande distance, nous l'évitons par raison, disons-nous. Le mal, quand il est plus proche, nous remplit d'aversion, d'horreur et de crainte. Il est l'objet de la passion. Oui, il y a un mot rapport qui n'est pas à sa place, que j'ai sauté. Bien, je ne vais pas lire la suite du texte. Hume explique ensuite pourquoi on parle du conflit de la passion et de la raison. Pourquoi parle-t-on du conflit de la passion et de la raison? Eh bien parce que on ne tient pas compte des passions calmes. Lesquelles passions calmes? Et alors Hume développe une culture des passions calmes. Lesquelles passions calmes? Mais nous sommes au XVIIIe siècle. Alors vous savez, au XVIIIe siècle, il y a deux catégories de population. Il y a les pauvres, les paysans, qui, eux, sont dans la nécessité de vivre. Et leur passion, se traduit essentiellement en un effort de survie. Et puis, les hommes de société. Alors, ce ne sont pas les salons en Angleterre, mais ce sont les gentilhommières dans les Midlands, dans ces admirables maisons britanniques où on se réunit, où on fume la pipe ou le cigare, et où on parle... De quoi parle-t-on? Mais on parle d'économie, on parle de philosophie, entre autres choses, on parle des passions, car qui ne s'intéresse pas à cette question des passions? Si vous lisiez la totalité de la dissertation, vous verriez que Hume procède à une analyse des passions. Il analyse les passions les unes après les autres. Il procède à une analyse des passions, mais cette analyse des passions est en quelque sorte un reflet des mœurs de l'époque. Alors, c'est moins sensible pour nous aujourd'hui, parce que nous sommes au XXIe siècle, mais les gens devaient, en lisant ce texte, outre le plaisir de l'analyse, ils devaient se retrouver eux-mêmes.
par exemple, Hume explique pourquoi attache-t-on tant d'importance passionnelle à la transmission par héritage. Il y a des pères qui sont... C'est une véritable passion. Ils veillent à la transmission de l'héritage à leurs enfants, etc. Une véritable passion. Pourquoi s'intéresse-t-on à ça? Pourquoi cette passion? Et j'imagine que les gens du XVIIIe siècle devaient se voir en miroir au travers du texte, de même que si vous allez au théâtre et que vous voyez Andromaque, vous vous verrez en miroir. Vous vous verrez en miroir. Or, il est vrai qu'il faut réussir à entendre la langue du XVIIe siècle. Mais une fois que vous êtes pris par la langue de Racine, il y a un effet de miroir. La passion, c'est quelque chose qui requiert le plus souvent un spectateur. Il faut un spectateur. Dans les pièces de théâtre, il y a toujours le confident, qui est le spectateur. Celui à qui on donne à voir sa passion. Et méditez sur vos passions et posez-vous la question si vous n'avez pas besoin d'avoir un confident. Souvent, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin son mari ou sa femme. Alors, je vais introduire un troisième larron dans l'affaire, parce que la passion, la raison, mais il y a un troisième larron, la volonté. Parce que je peux dire, ce qui s'oppose à la passion, c'est la volonté éclairée par la raison. Ce qui suppose, si je raisonne de cette façon-là, que la volonté soit un principe distinct de la passion. Or, sur ce point, les philosophes tiennent un discours assez ambigu. Même Kant, il donne deux définitions de la volonté. Une banale. La volonté, c'est cet appétit qui nous porte vers une fin, puisque nous voulons atteindre une fin. Donc, la volonté, c'est la faculté de désirer. Et puis le deuxième sens que Kant donne à la volonté, et qui, lui, n'a rien de traditionnel, c'est la volonté comme la puissance de la raison pratique, de la conscience morale, qui est capable, par la représentation de la loi, de porter à l'action morale. Bien. Et la volonté, si c'est une faculté de désirer, comment allez-vous la distinguer des passions? Les passions sont précisément des facultés de désirer. Ce sont des appétits ou au contraire des aversions. Vous avez le positif et le négatif. Ce sont des appétits. Bon. Alors, que faire de la volonté? Vous vous souvenez sans doute de l'attelage de Platon. Les deux chevaux et le cocher. Et vous avez un cheval blanc et un cheval noir. Le cheval noir, c'est le cheval qui tire à Hue et à Dia. Le cheval blanc, c'est le cheval que le cocher, la raison, peut vouloir maîtriser. Là, j'ai trois. Donc le cocher, la raison. Le cheval qui tire à Hue et à Dia, les passions. Et puis, le bon cheval, c'est la volonté. Alors, c'est un cheval.
Donc c'est une puissance, c'est de l'ordre de l'appétit et de la passion. Oui, mais la volonté, c'est un cheval assez particulier. C'est un cheval assez particulier. Le mot grec, hein, bon, chez Platon, c'est le thumos. Ce qu'on traduit par le cœur, le courage. On n'a pas de mots strictement équivalent, qui prend le nom, je crois, chez Descartes, de ce qu'ils appellent la générosité. C'est-à-dire la générosité chez Descartes, c'est la culture de la volonté. Et vous allez comprendre. La passion qu'on rapproche le plus souvent de la volonté, c'est la colère. Et il y a toute une tradition de philosophes s'étant intéressés à la colère. Et vous allez comprendre pourquoi on peut la rapprocher, la colère, de la volonté. Quoi que ce soit, une passion violente et pas une passion calme. C'est ceci que celui qui se met en colère, comme on dit, il se laisse emporter. Donc il y a bien une passivité dans la colère. Il y a quelque chose qui me met en colère. Il y a une passivité. Mais je me mets en colère. Je me mets en colère. C'est actif. Essayer avec d'autres passions, c'est moins évident. La passion amoureuse, je suis emporté par ma passion amoureuse, je ne vais pas dire je me mets en amour. Alors que dans la colère, je me mets en colère. La colère, si vous voulez, l'équivalent contemporain, c'est l'indignation. C'est une passion, l'indignation. C'est l'indignation. Comme s'il y avait quelque chose de délibéré dans la colère. Vous allez me dire, oui, mais les stoïciens. Et précisément, les stoïciens ont parlé de la colère. Chez les stoïciens, le conflit entre les passions et la raison semble irréductible. Puisque l'idéal du sage, c'est l'ataraxie, l'absence de trouble. Ce qu'on convertit en absence de passion, ce qui n'est pas exact. L'absence de trouble. Vous parlez, dire un mot de Sénèque, qui a écrit un dialogue sur la colère. Et il s'intéresse principalement à la colère du prince. Et si vous vous souvenez, quel est le prince auquel a affaire Néron. Sénèque, Néron. Bon. Et le prince a-t-il le droit de se mettre en colère? Et dans cette perspective, la colère est une passion réservée au prince, au gouvernant. Donc, je laisse ce point-là de... Bon. La colère, lorsqu'elle est active, elle entraîne un désir de vengeance. Dans ce désir de vengeance, il y a bien une exigence de réparation. Il y a bien une exigence de réparation. Ma colère peut être impuissante, mais j'ai bien le sentiment qu'il faut rétablir l'équilibre. Rétablir l'équilibre. Comment nomme-t-on ce qui établit l'équilibre? La justice. Vous voyez que le développement même de cette passion très originale qui est la colère est proche de la volonté lorsque la volonté poursuit la justice. Parce que la volonté va se porter vers la justice et va demander l'équilibre. Or, pour Sénèque, précisément à cause de cela, la colère est la passion la plus étrangère au sage. Le sage ne se met pas en colère. Pourquoi? Parce que la colère, c'est l'avers de l'envers. J'ai une citation de Sénèque, je vous la lis. La raison et la passion
n'ont pas leur siège séparé et distinct. La raison et la passion ne sont que l'âme elle-même. Donc il n'y a qu'un seul principe, l'âme, modifiée en bien et en mal. Un seul principe, mais deux modalités, l'avers et l'envers. Alors, tout être humain, tout être doté d'une âme, l'âme c'est le principe de vie, hein, c'est le principe de vie du corps. Tout être humain, tout être doté d'une âme, possède une impulsion naturelle qui le porte vers le bien ou les biens, qui sont indispensables à sa vie d'une manière générale. Que fait le sage? Le sage, lui aussi, il est porté par la vie et par les impulsions de la vie. Simplement, il est capable de connaître les fins de la nature. Hein, les impulsions de la vie portent le vivant à ses fins. Ça, c'est naturel. Mais le sage, lui, peut savoir cela. Il peut connaître cela. Et connaissant cela, il peut modifier sa relation à ce qui suscite sa colère ou à ce qui suscite sa passion. Je vais prendre un exemple qui va vous faire comprendre les choses. Un exemple personnel qui m'a fait écrire un livre sur le sujet. Mon épouse est à un stade avancé de la maladie d'Alzheimer. Je ne vous décrirai pas son état. C'est un stade très avancé. Bien. Je vais la voir tous les jours, ou presque. Devant le spectacle de mon épouse, je peux me révolter. Je peux crier au scandale. Je peux être pris de désespérance. La révolte, la désespérance ou l'indignation de voir quelqu'un avec lequel on a vécu pendant longtemps et que l'on a aimé et que l'on aime encore réduit à cet état-là, bon, ça induit des passions fortes. Et si je suis stoïcien, je ne peux pas nier que l'état de mon épouse, naturellement, suscite en moi ces passions fortes. Et il ne serait pas naturel que je ne réagisse pas et que je reste indifférent. Mais si je suis stoïcien, alors là c'est difficile d'être stoïcien, mais si je suis stoïcien, je dirais, comment est-ce possible? C'est dans l'ordre de la nature. C'est vraiment difficile à dire. C'est vraiment difficile à se le dire soi-même, mais il faut que je mesure ma réaction. Il faut que je tempère mon émotion. Il faut que je tempère mon émotion. Il faut que je prenne en compte et ceci et cela. Que je prenne en compte, je ne sais pas, le fait qu'elle soit dans un établissement qui est de qualité. Bon, vous voyez, tous ces petits paramètres qui sont les paramètres qui constituent la vie, hein, et puis l'ensemble des circonstances. De telle sorte que, loin de m'abandonner à l'émotion, je cherche à faire ou à éprouver ce qui convient. Ce qui convient. Je faisais un exposé sur le sujet devant une assemblée et quelqu'un, un auditeur m'a dit mais si votre épouse est dans cet état-là, que vous veniez ou que vous ne veniez pas, que vous soyez présent ou pas présent auprès d'elle, ça n'a aucune espèce de... ça ne change rien. Donc pourquoi est-ce que vous venez? Et pourquoi est-ce que vous continuez à lui rendre visite tous les jours? Et je lui ai répondu, la réponse stoïcienne, parce que ça ne serait pas convenable.
Alors, convenable à quoi? Convenable à l'ordre du monde. Je peux me souvenir que, avec mon épouse, je suis monté sur le sommet du Mont Blanc, que nous avons assisté à la beauté du monde au moment de l'aurore, etc. Donc je peux mettre en relation avec l'ordre. Et puis, convenable, mais convenable dans l'ordre de l'affection, parce que ce ne serait pas convenable. Ou bien même convenable dans la représentation sociale que l'on peut se faire de la maladie. C'est pas lorsque quelqu'un est frappé de cette maladie terrible que le proche doit s'abandonner. Voilà. Alors, je finis mon propos. Je pense que mon exemple est suffisamment parlant. Cicéron, dans les Nouveaux Académiques, quand il parle des stoïciens, il parle de la critique que les stoïciens font des conduites de deuil. Il y a des gens qui, lorsqu'ils perdent un proche, se complaisent dans le deuil. Et qui considèrent que, devant l'absence, la disparition de son proche, ou devant je ne sais quelle chose terrible, je ne sais pas, le petit Syrien là sur la plage, devant quelque chose, se complaisent à s'indigner. Mais l'indignation, ça ne sert à rien. Mais en même temps, vous vous sentez justifié parce que vous vous indignez. Vous vous sentez justifié parce que vous vous indignez. Et l'indignation, si vous en restez là, c'est la seule réponse que vous donnez. Donc, vous faites vibrer l'émotion. L'image était suffisamment puissante pour affecter tout le monde. Et puis les journalistes en ont rajouté une couche pour faire vibrer les notions. Voilà exactement ce que le stoïcien refuse, c'est-à-dire une exaltation de l'émotion dans la passion. Face à ce spectacle, à cette image terrible, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors on dirait, je ne peux pas faire grand-chose. On peut peut-être quand même essayer de faire quelque chose, un petit quelque chose, etc. Donc les stoïciens, voilà le cas d'une passion. Alors je peux reprendre le mot de Hume, et Hume s'inscrit assez bien dans la tradition stoïcienne. Si j'en reste à la colère et que je me complais dans l'émotion, j'aurai une passion violente. Mais cette passion violente n'arrangera pas les rapports sociaux, il ne modifiera pas l'état du monde. Alors, les stoïciens ajoutent, et ce ne sera pas en harmonie avec l'ordre des choses. Donc la raison, qu'est-ce que c'est? Chez les stoïciens, et je pense que chez Hume n'en est pas loin, la raison, c'est la passion sans pathos.